Ils ne sont pas venus à mon mariage. Ni ma mère, ni mon père, ni ma sœur, pas un seul d'entre eux n'a même envoyé de texto le matin même. On dirait que j'ai fait quelque chose pour mériter ça, les blesser, les évincer, ou me disputer. Mais ce n'est pas le cas. J'ai passé des mois à essayer de faire en sorte que cette journée ressemble à une véritable célébration familiale. Je voulais qu'il soit là. Je m'attendais à ce qu'il soit là. Caroline et moi avions tout planifié avec soin. Nous avons gardé ça intime, 60 invités, juste assez pour que ce soit chaleureux sans devenir un spectacle. Toute sa famille est venue de Californie. Son oncle, qui n'avait jamais pris l'avion plus d'une fois par décennie, s'est présenté dans un costume froissé et a pleuré à mi-chemin de la cérémonie. Son père a fait le genre de discours dont on se souvient toute sa vie. Je n'ai cessé de regarder la porte jusqu'au moment où j'ai dit oui, je le veux, espérant un miracle de dernière minute, une entrée spectaculaire, ma mère entrant en courant avec ses cheveux encore épinglés, s'excusant, me serrant dans ses bras comme dans les films. Ce n'est pas arrivé. J'ai traversé la cérémonie en me concentrant sur le sourire de Caroline, en essayant de me convaincre que peut-être quelque chose de grave était arrivé. Peut-être qu'il y avait eu une urgence, mais il n'y en avait pas eu. 4 jours après le mariage, je faisais défiler Facebook quand j'ai vu ça. Ma sœur a posté une vidéo boomerang où elle trinque avec mes parents sur le pont d'un bateau de croisière. Tous les trois, bronzés et souriants comme s'ils n'avaient pas manqué le moment le plus important de ma vie. La légende disait, à la vraie famille. Juste nous. Juste nous. J'ai fixé ces mots plus longtemps que je ne veux l'admettre. Il y avait des mentions j'aime de leurs amis, des commentaires avec des émojis qui riaient. Mon père avait posté quelques photos aussi. Ma mère avait tagué un lieu tropical. Aucun d'eux ne m'avait dit un seul mot. Pas même un message, juste un petit pouce levé paresseux sur la photo de mariage que j'avais postée. Un j'aime. Je n'ai rien dit à Caroline. Je ne l'ai même pas mentionné à voix haute. Je me suis juste levé, je suis entré dans mon bureau à domicile, je me suis connecté au compte commun de Fiducie, celui que j'avais laissé ouvert pour eux par habitude ou peut-être par culpabilité, et je les ai coupés complètement. Accès révoqué. Sans avertissement, sans explication. Je n'étais pas en colère de manière explosive, avec des cris. C'était plus calme, plus profond. C'était de la trahison et je l'ai senti dans mon estomac. Toutes ces années passées à les aider avec les factures, à couvrir les urgences, à gérer l'entreprise pour qu'ils n'aient pas à travailler tard, et c'est comme ça qu'ils se sont présentés pour moi. Ils ne se sont pas présentés. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais tort. Une semaine plus tard, j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée. Pas frapper, marteler comme si quelqu'un était prêt à la défoncer. J'ai vérifié la caméra. Mon père, le visage rouge, le col étiré comme s'il avait tiré dessus trop fort, de la sueur sur le front. J'ai ouvert la porte juste assez pour lui tendre le dossier que j'avais préparé quelques jours plus tôt. Il avait l'air confus, comme s'il s'attendait à une étreinte ou à une dispute, mais pas à des papiers. « Vous êtes dehors » ai-je dit. « C'est votre nouveau départ sans moi. » J'ai fermé la porte. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvaient des documents qui le retiraient officiellement de l'entreprise, la dernière part de propriété partagée qu'il avait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je me préparais à ça depuis plus d'1 an. Chaque contrat que nous avons signé, chaque dépôt, chaque ajustement, j'avais lentement démêlé notre partenariat, transférant tout à mon nom. Il ne l'avait tout simplement pas remarqué parce qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier les petits caractères. Le lendemain matin, je les ai revus. Mon père est, cette fois, un homme en costume gris. Avocat. Pas de présentation, juste un bloc-notes et un sourire narquois. C'est là que la vraie bataille a commencé. Il est revenu moins de 24 heures après que je lui ai remis l'enveloppe, pas seul cette fois. Le type avec lui avait le genre de visage qui avait l'air en permanence ennuyé. Avocat, dossier noir, chemise repassée, zéro personnalité. Il s'est dirigé directement vers mon Porsche sans dire un mot, l'a ouvert et a commencé à lire. Monsieur Hudson réclame une restitution sous la forme d'une part de 40% des revenus commerciaux accumulés des exercices 2022 à aujourd'hui, citant des accords verbaux et un soutien financier initial, a-t-il dit comme si nous étions déjà dans une salle d'audience. Mon père se tenait juste là, les bras croisés, comme s'il avait gagné quelque chose, comme si c'était un coup d'échec et mat. J'arrivais à peine à le regarder sans avoir l'impression que quelque chose à l'intérieur de moi pourrissait. « Vous pensez que vous avez construit ça ?» lui ai-je finalement demandé.
Il a ouvert la bouche, prêt à se lancer dans une histoire recyclée qu'il a racontée à des gens une douzaine de fois. Comment il m'a donné mon premier coup de pouce? Comment il a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait? Comment c'était notre entreprise? Il m'a donné 10 000 $ quand j'avais 25 ans. C'est vrai, et il m'a aidé à décrocher mon premier vrai contrat. L'entreprise de construction de son ami avait besoin d'un site web et je suis resté éveillé 3 nuits pour le construire, mais c'est tout. Après ça, c'est moi qui ai travaillé 14 heures par jour, jonglant avec 3 emplois de pigiste, réglant les impôts, le branding, les factures. Il a cessé de contribuer après la première année, sauf quand il voulait se vanter de son entreprise lors des barbecues. Je ne lui ai jamais fait rien prouver parce que j'ai été élevé dans la croyance que quand on est une famille, on ne tient pas les comptes. Mais apparemment, lui, il les tenait. L'avocat a continué à parler de contrats verbaux, de contributions historiques, et d'absurdités vagues sur l'équité patrimoniale. J'ai attendu qu'il termine son script. Puis je lui ai remis un dossier manie plus épais que celui que j'avais donné à mon père avec tout, les relevés de transactions, les transferts de propriété, les procès-verbaux des réunions, chaque décision que j'ai prise au cours des 3 dernières années. J'avais passé plus d'1 an à m'assurer que j'étais légalement inifugé. Vous pouvez aller de l'avant et essayer, ai-je dit. Mais cette entreprise, c'est la mienne. L'avocat a feuilleté les premières pages, a froncé les sourcils et a regardé mon père comme si on ne lui avait pas raconté toute l'histoire. Mon père n'a rien dit. Il n'a pas bougé, il a juste gardé les bras croisés, respirant comme une fournaise. Ils sont partis sans dire un mot de plus. Cette nuit-là, quelqu'un a crevé les pneus de mon camion. Je n'avais pas besoin des images de sécurité pour savoir que c'était lui. Ce n'était même pas subtil. Les coupures étaient profondes, délibérées, les 2 pneus arrière. Pas de notes, pas de messages, juste une menace silencieuse. Je les ai remplacés sans rien dire à personne. La nuit suivante, quelqu'un a déversé de la peinture sur les marches du bureau. Une canette pleine, bleu vif, dégoulinant comme si elle était censée faire passer un message. Puis sont venues les fausses critiques négatives sur Google, toutes disant la même chose, fraude, manque de professionnalisme, pratiques commerciales louches, noms inventés, toutes postées à quelques heures d'intervalle. Et 2 jours plus tard, mon enseigne de bureau avait disparu. Pas volée, juste brisée en éclats avec des éclats de bois partout sur le trottoir, les lettres défoncées. Quiconque a fait ça ne voulait rien prendre. Il voulait m'humilier. Je savais qui c'était, mais je n'ai pas appelé la police. Pas encore. Ce n'était pas le genre de guerre que je voulais mener. Au lieu de ça, j'ai passé un coup de téléphone. Il y a 9 mois, quand ma sœur est entrée dans cette université hors de l'État, mon père m'avait appelé au milieu de la nuit, disant qu'elle ne pouvait pas se le permettre, disant que ça briserait la famille si elle devait abandonner. J'ai couvert les frais de scolarité. Discrètement, 15 000 $ jusqu'à présent, payés directement à l'école par le biais d'un arrangement permanent. J'ai appelé le bureau des finances de l'université. Avec effet immédiat, ai-je dit, mettez fin à tout paiement futur associé à mon compte pour ces frais de scolarité. Ils ont dit d'accord, sans poser de questions. 1 heure plus tard, mon père a essayé d'appeler. Puis ma mère. Je n'ai répondu à aucun des deux. Cette même nuit, Caroline et moi avons dîné avec ses parents. Je n'ai pas dit grand-chose, mais je pense qu'ils ont pu sentir que quelque chose avait changé. Son père m'a pris à part à un moment donné et m'a dit, « Tu sais que nous sommes là pour toi, n'est-ce pas ?» J'ai juste hoché la tête. C'était étrange d'être soutenu par les parents de quelqu'un d'autre tout en coupant les miens de ma vie. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti seul. Le lendemain matin, c'était calme. Pas de verre brisé, pas de vandalisme, juste le silence. Trop calme. Le silence a duré exactement 3 jours. Plus de pneus crevés, plus de fausses plaintes, plus d'appels d'avocats, juste l'immobilité. Je n'arrêtais pas d'attendre le prochain coup, mais il n'est pas venu comme je m'y attendais. Il n'y a pas eu d'explosion, pas d'embuscade, juste le silence. Et c'est là que j'ai su que quelque chose avait changé. J'étais à mon bureau tôt le jeudi matin en train de revoir les documents d'intégration pour un nouveau client quand mon téléphone s'est allumé avec cet appel manqué, 4 de mon père, 2 de ma mère, un d'un numéro aléatoire que je ne reconnaissais pas. Je n'ai décroché à aucun d'eux. Je me suis dit que si c'était grave, il laisserait un message vocal. Un seul l'a fait, mon père. Je ne l'ai pas écouté. Puis, environ 30 minutes plus tard,
les coups ont commencé. Pas frappé, martelé. J'ai regardé le flux de sécurité. C'était ma mère. Elle martelait la porte d'entrée en verre du bureau, déjà en larmes. J'ai ouvert la porte parce que je ne voulais pas de scène devant le personnel. Elle m'a dépassé comme si elle avait encore ce droit. Elle n'a même pas commencé par des excuses. Elle est passée directement à la panique, bureau des frais de scolarité, avis tardif, échec de paiement, probation académique. Ma sœur avait reçu un courriel ce matin-là. À moins que la facture ne soit couverte dans les 48 heures, elle serait bloquée de ses cours. Le bureau avait déjà gelé son horaire. Elle avait manqué 2 dates limites pour l'aide financière. Elle ne peut pas perdre sa place, Mike, c'est ce que ma mère a dit. Comme si je ne le savais pas déjà. Comme si je n'avais pas été celui qui avait discrètement couvert ses frais de scolarité depuis le jour où elle a été acceptée, pendant qu'il partait en croisière, postait des photos de dîners auxquels je n'étais pas invité, et parlait d'eux. Vraie famille. Je n'ai pas dit un seul mot pendant qu'elle pleurait devant moi. Je n'ai pas demandé comment elle pouvait trinquer aux vacances tout en manquant le mariage de son unique fils. Je n'ai pas mentionné l'enseigne de bureau brisé ou les pneus de camion ou le fait qu'il n'avait pas appelé une seule fois, pas même pour mentir. Je l'ai laissé parler, et quand elle a eu fini, j'ai ouvert la porte et me suis écarté pour qu'elle puisse sortir. Elle a fait une pause comme si elle s'attendait à ce que je dise quelque chose, mais je ne lui devais pas de conclusion. Au moment où je suis rentré à la maison ce soir-là, j'avais un autre message vocal. Cette fois, j'ai écouté. C'était mon père, et pour la première fois, il n'était pas en colère. Il était autre chose. Il a dit que les choses avaient dégénéré, que c'était un malentendu familial. Il a utilisé le mot surréaction 2 fois. Puis, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, il a ajouté, tu sais qu'elle n'est qu'une enfant, n'est-ce pas? Tu l'as punie pour quelque chose sur lequel elle n'a aucun contrôle, n'est-ce pas? Sauf qu'elle a levé son verre dans ce post Facebook. À la vraie famille, juste nous. Elle avait 21 ans. Assez âgée pour savoir ce qu'elle faisait. Assez âgée pour sauter mon mariage. Assez âgée pour profiter de la croisière que j'ai aidé à payer tout en faisant semblant que je n'existais pas. Puis est venu le texto. Il était court. Ma sœur qui me contactait enfin pour la première fois depuis des mois. Maman dit que tu ne paies plus l'école. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? C'était tout. Pas de comment vas-tu? Pas de désolé. Pas de tu me manques ou j'aurais aimé être là, juste une facture enveloppée dans un voyage de culpabilité. J'ai tapé 2 mots et j'ai envoyé. C'est le cas, pas de réponse. Les jours suivants ont été calmes à nouveau, mais d'une manière différente. Plus de destruction, plus d'appels téléphoniques, plus de visites surprises, juste rien. Je pense qu'ils ont réalisé que je ne bluffais pas. Ils s'attendaient à une crise de colère, quelque chose qu'ils pouvaient attendre, mais je n'agissais pas par émotion. J'en avais fini. Il y a une différence. J'ai revu ma mère 4 jours plus tard à l'épicerie. Elle était seule, marchant lentement, comme si elle n'avait nulle part où aller. Nous nous sommes regardés dans les yeux pendant moins d'1 seconde. Elle a baissé les yeux. Elle n'a pas dit un mot. Je l'ai dépassée. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable. C'est à ce moment-là que ça a fait tilt. Ils n'avaient pas seulement sauté mon mariage. Ils avaient fait un choix. Et maintenant, ils commençaient enfin à vivre avec. Ce n'était pas la culpabilité qui est venue après le silence. C'était le désespoir. À la fin de la 2e semaine, j'ai commencé à entendre des choses. Pas d'eux, d'amis communs, de vieux voisins, même d'un ancien collègue de mon père, des murmures, des gens qui demandaient si tout allait bien, si les rumeurs étaient vraies, que mon père avait quitté l'entreprise, que ma sœur abandonnait ses études, que quelque chose s'était passé au mariage. Un type m'a même demandé si j'étais malade. Apparemment, ils avaient commencé à répandre leur version de l'histoire, que j'étais ingrat, que je les avais exclus après qu'ils aient manqué un événement familial mineur, que j'avais agi dans le dos de mon père et volé l'entreprise. Le mot voler est revenu souvent. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait, c'était la paperasse, les courriels, les mois de silence avant le mariage, la croisière, le toast au champagne sans moi. Personne ne voit jamais l'image complète. Et je n'allais pas m'expliquer à chaque personne qui entendait ma mère pleurer dans une épicerie. Mais quelque chose a changé à nouveau. Ils n'essayaient plus de revenir. Ils essayaient de sauver la face.
Et puis l'inattendu s'est produit. Un mardi après-midi pluvieux, 2 semaines après le dernier appel téléphonique, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée. Pas martelé, juste un coup. J'ai vérifié la caméra et j'ai senti ma poitrine se serrer. C'était ma sœur. Elle se tenait là seule, trempée, tenant un parapluie plié et un sac à dos. Je ne l'avais pas vue en personne depuis la semaine précédant le mariage, quand elle avait juré qu'elle était impatiente de rencontrer la famille de Caroline et m'avait dit qu'elle avait tout le temps d'aider à l'installation. Puis elle a disparu. J'ai ouvert la porte et elle n'a rien dit au début. Elle est juste restée là, les cheveux dégoulinants, les épaules tendues. Puis elle m'a tendu une enveloppe scellée. « Je ne reste pas », a-t-elle dit. « Mais tu devrais lire ça. » Elle s'est retournée et est partie avant même que je puisse répondre. Je l'ai regardée descendre l'allée et monter dans une voiture que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une copie imprimée de sa lettre de retrait de l'université. Une seule page. Elle avait officiellement abandonné ses études. Pas de message dramatique, pas de note griffonnée, juste une ligne en bas écrite à la main, je ne savais pas ce qu'il prévoyait. J'ai juste suivi. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant un long moment à regarder cette lettre. C'était la première admission de quiconque dans cette famille que peut-être, juste peut-être, il savait ce qu'il faisait. Qu'il n'avait pas juste oublié, que ce n'était pas juste un mauvais timing. Ils ont fait un choix. Plus tard ce soir-là, Caroline m'a trouvé dehors debout dans la cour. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai pas répondu directement. Je lui ai parlé de l'enveloppe, de ma sœur, de la ligne écrite à la main. Elle n'a dit qu'une seule chose. Tu n'as pas à réparer ça. Ça m'a arrêté parce que pour la première fois de ma vie, j'y croyais. Je n'avais pas à jouer les médiateurs. Je n'avais pas à financer leur contrôle des dommages. Je ne leur devais pas une seconde chance juste parce que nous partagions un nom. Et juste comme ça, quelque chose à l'intérieur de moi s'est relâché. Après que ma sœur ait laissé cette enveloppe, je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Pas de texto, pas de courriel, rien. Je m'attendais à ce qu'elle me recontactait, peut-être pour demander de l'aide pour rembourser les dettes qu'elle avait contractées avant de se retirer. Mais le silence a persisté. C'était différent maintenant, moins calculé, plus calme, comme s'il commençait enfin à comprendre que l'argent, l'accès, le soutien, tout était parti. La famille de Caroline, par contre, est restée stable. Sa mère appelait tous les quelques jours pour prendre des nouvelles. Son père m'a invité à déjeuner juste pour parler de la façon dont l'entreprise allait. Je m'étais toujours senti un peu déplacé avec eux avant le mariage, comme si je n'étais pas tout à fait à ma place. Mais après tout ça, il était clair qu'ils me voyaient, pas pour ce que j'avais perdu, mais pour la façon dont j'avais géré ça. Et puis tard un soir, j'ai reçu un courriel d'une agence de recouvrement. Il était adressé à mes parents mais avait été mis en CC à un ancien courriel professionnel que j'avais fermé il y a des mois, celui que mon père devait avoir utilisé sur une demande de prêt. Le message était direct. Dernier avertissement. Plus de 40 000 $ dus. Quelque chose à propos de rénovation, de crédit personnel et d'une ligne commerciale qui n'existait plus. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ouvert la pièce jointe. Mais le lendemain matin, j'ai reçu un texto de ma mère. Le premier en près de 3 semaines. On peut parler ? C'est grave. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, mon père s'est présenté, pas à ma maison cette fois, à l'un des chantiers de mes clients. Il se tenait de l'autre côté du stationnement à parler à l'un de mes employés comme s'ils étaient de vieux amis. J'ai regardé par la fenêtre du bureau. Quand je suis sorti, il a essayé de sourire comme si nous reprenions là où nous nous étions arrêtés. « Tu as fait valoir ton point », a-t-il dit. « Mais nous avons des factures maintenant. Je ne pense pas que tu veuilles que ta sœur se noie là-dedans. » C'était de nouveau là, la manipulation enveloppée d'inquiétude, enrobée de culpabilité. Je lui ai posé une question. « Est-ce que tu dis encore aux gens que j'ai volé l'entreprise ?» Il a détourné le regard, n'a pas répondu. J'ai hoché la tête, suis retourné à l'intérieur et ai dit à mon chef de projet de surveiller tout l'équipement de l'entreprise au cas où. Au cours de la semaine suivante, les choses ont commencé à s'effondrer pour eux. J'ai entendu dire par quelqu'un de l'ancienne université de ma sœur qu'elle avait été signalée pour une dette de logement. Ils louaient à nouveau des chambres dans leur maison, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis plus de 10 ans. Ma mère a publié dans un groupe Facebook de quartier offrant des repas faits maison à emporter pour 12 $ l'assiette. Et puis quelques jours plus tard,
j'ai entendu la rumeur qui a confirmé que tout avait atteint le fond. Mon père avait pris un emploi de gérant de nuit dans un magasin de pièces automobiles local. L'homme qui se vantait de notre empire, qui disait à tout le monde que nous étions une entreprise patrimoniale, qui a sauté mon mariage pour se trinquer lui-même sur une croisière, pliant maintenant du carton à 1h du matin derrière un comptoir. Ils ont tout perdu, pas tout d'un coup, morceau par morceau, tout comme ils ont essayé de me le faire. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas célébré, mais je n'ai pas aidé non plus. Quand tout s'est finalement tassé, les retombées, le silence, la dette, ils ont cessé d'essayer. Plus d'appels, plus d'avocats, plus de passages en voiture ou de messages par l'intermédiaire d'amis communs. Mes parents étaient trop occupés à essayer de rester à flot. Ma sœur a complètement disparu des médias sociaux. Un jour, elle republiait des selfies de dortoir. Le lendemain, elle avait disparu. J'ai supposé qu'elle était retournée à la maison, bien que je ne me souciais pas assez de le confirmer. Caroline n'a jamais demandé les détails. Elle avait su que quelque chose n'allait pas dès le jour où elle les avait rencontrés. Mes parents l'avaient à peine reconnue. Au dîner de fiançailles, ils ont passé plus de temps à critiquer le lieu qu'à apprendre à connaître sa famille. Sa mère parle encore à quel point c'était gênant. Caroline a gardé ses distances à travers tout ça, pas par mesquinerie, mais par respect de soi. Elle m'a donné de l'espace pour gérer ma famille comme je devais le faire. Mais après ce coup final, la dette, l'emploi, l'effondrement, quelque chose a changé en elle aussi. Elle a cessé de se promener autour d'eux comme s'ils étaient de verre. Un soir, nous nettoyions après le dîner chez ses parents. Son père racontait une histoire sur la construction de sa première maison, et sa mère riait tellement qu'elle ne pouvait plus respirer. J'écoutais, je regardais. Et puis Caroline s'est penchée et a dit doucement, « C'est ça, la sensation d'une famille. » Ce moment a frappé plus fort que je ne l'aurais cru parce qu'elle avait raison. Sa famille s'était présentée pour le mariage, pour le chaos après, pour moi. Ils n'avaient rien demandé en retour. Ils ne tenaient pas les comptes. Ils n'ont pas choisi des vacances au lieu de mes vœux. Ils se sont juste présentés et étaient miens. Ils ont perdu l'entreprise, l'argent, l'avenir qu'ils pensaient que je leur devais. Ils ont parié sur l'hypothèse que je pardonnerais toujours, que je paierais toujours, que je jouerais toujours le rôle du responsable. Et quand je ne l'ai pas fait, quand j'ai finalement tenu un miroir à qui ils étaient vraiment, il ne leur restait plus rien sur quoi s'appuyer. Je ne suis pas revenu. Je n'ai pas tendu la main, pas quand j'ai entendu dire qu'ils louaient leur sous-sol, pas quand quelqu'un m'a dit que la voiture de mon père avait été saisie, pas quand ma sœur a posté une citation vague sur Instagram à propos des leçons apprises à la dure. Et finalement, ils ont cessé de faire partie de ma vie du tout, pas de façon dramatique, juste complètement. J'ai vendu l'ancien immeuble de bureau, j'ai refait l'image de l'entreprise, j'ai investi dans une nouvelle propriété avec le père de Caroline. Il fait officiellement partie du conseil d'administration maintenant. C'est drôle comme la vie fonctionne. L'homme qui me regardait autrefois comme un point d'interrogation est maintenant ce qui se rapproche le plus d'un père depuis des années. La semaine dernière, Caroline et moi nous sommes assis avec ses parents pour dîner à nouveau. Sa mère m'a tendu une boîte emballée. À l'intérieur, il y avait une photo de nous 4 du mariage, celle où j'ai enfin souri comme si je le pensais vraiment. Caroline a penché sa tête sur mon épaule et a dit, « C'est notre commencement. » Et c'était le cas, sans eux, mais pas seul. Plus jamais seul. La première mise à jour. Un mois s'est écoulé. Le silence s'est étiré long et creux comme une pièce vide dans laquelle personne ne voulait entrer en premier. J'ai pensé que c'était tout. Ils avaient fait leur lit. Je ne m'attendais à ce que personne ne change. J'avais cessé de vérifier mon téléphone pour les appels manqués. La vie avait continué. Caroline et moi planifions un court voyage sur la côte, quelque chose de simple pour nous vider la tête avant de lancer la nouvelle direction de l'entreprise. Et puis, sorti de nulle part, j'ai reçu une invitation, pas un message, pas un appel téléphonique, une véritable invitation en papier par la poste. C'était une invitation à dîner imprimée comme un dîner de répétition de mariage ou une collecte de fonds communautaires. Mon nom complet y était inscrit. Bordure dorée. Aucun détail sur l'occasion, juste l'heure, une date, et le restaurant où il m'emmenait quand j'étais enfant quand mes bulletins scolaires étaient bons. Je l'ai montré à Caroline. Elle m'a demandé si je voulais y aller. J'ai dit non. Puis j'y ai pensé et j'ai dit peut-être. Je ne cherchais pas à me réconcilier. Je voulais juste entendre ce qu'il dirait maintenant que tout s'était défait. Alors, j'y suis allé.
Il n'y avait que trois, ma mère, mon père et ma sœur. Ils étaient déjà assis quand je suis arrivé. Et de la façon dont ils se sont tous levés en même temps, on aurait dit que nous tournions une publicité pour la soirée de pardon familial. Ma mère m'a serré dans ses bras comme si de rien n'était. Mon père a sorti une chaise. Ma sœur a souri comme si ce n'était pas faux. Nous nous sommes assis et pendant environ 20 minutes, c'était presque normal. Ils ont posé des questions sur l'entreprise, sur Caroline. Mon père a dit qu'il avait entendu dire que nous allions très bien par quelqu'un du country club. Je l'ai laissé parler. Ma sœur a dit qu'elle posait sa candidature à un collège communautaire maintenant, en repartant à zéro. J'ai hoché la tête, et puis le changement est arrivé. Ma mère a mentionné à quel point cette année avait été difficile pour eux, comment tout avait dégénéré si vite, comment ils avaient fait des erreurs mais ne méritaient pas d'être coupés comme des criminels. Elle a commencé à parler de comment j'avais toujours eu la vie plus facile qu'eux, comment je n'avais jamais compris ce qu'ils avaient abandonné pour m'aider à démarrer. Je l'ai laissé finir. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, vous pensez que c'était facile pour moi. Ça a fermé la table. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scène, mais j'ai été clair. Vous avez sauté mon mariage. Vous vous êtes toasté sur une croisière pendant que je prononçais mes vœux sans ma famille. Vous n'avez pas appelé. Vous n'avez pas envoyé de message. Vous avez aimé une photo Facebook. Et puis vous avez essayé de reprendre ce que vous n'aviez pas gagné. Alors, non. Ce n'était pas facile. Pas du tout. Mon père a secoué la tête lentement comme si j'étais injuste. Tu n'as pas à continuer à nous punir, a-t-il dit. Punir. C'est le mot qui a finalement rendu les choses claires. Ils pensaient toujours qu'ils étaient les victimes, qu'on leur devait quelque chose, que c'était moi qui étais cruel en me défendant enfin. Ma sœur s'est adossée à sa chaise, les bras croisés, les yeux brillants comme si elle était blessée par mes mots. Blessée. Ils avaient tout tordu dans leur tête. J'ai repoussé ma chaise. Pas de cri, pas de départ en trombe. Je me suis juste levé et j'ai dit, il n'y a plus rien à discuter. Et je suis sorti. Personne ne m'a suivi. Pas cette fois. Quand je suis rentré à la maison, Caroline n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a vu mon visage, est venue vers moi et m'a enlacé. C'était fini pour de vrai cette fois. Plus de tentatives, plus de dîners, plus de famille qui ne sait comment se présenter que quand l'argent disparaît.